Jean-David Ishaï est en ligne avec nous. Bonsoir Jean-David. Bonsoir. Jean-David, vous êtes porte-parole de l'association Tous 7 octobre. C'est l'un de ces fameux groupes, vous êtes nombreux, efficaces, très souvent spontanés, depuis le 7 octobre. Je crois que la plupart des auditeurs vous connaissent les uns et les autres. Avoir monté comme ça des associations, des collectifs pour mobiliser autour de la question des otages. Et je voulais vous avoir aujourd'hui pour savoir un peu comment justement tout ce milieu bénévole et militant vit la situation après 2 ans de guerre et surtout après cette étape épouvantable qu'a décidé de passer le Hamas, qui est de maintenant montrer des images de gens décharnés. Et même en ce qui concerne la dernière vidéo, quelqu'un à qui on a imposé une scène digne des pires dictatures, nazis, Pol Pot, où on le voit creuser sa propre tombe, alors que en fait c'est un squelette avec de la peau sur les os. Comment vous, en tant que militant, vous vivez cette situation? Vous vivez ça? En tant que militant, je pense qu'on la vit un peu comme tout le monde finalement, c'est-à-dire que c'est un choc. On a beau suivre l'actualité des otages depuis bientôt 2 ans, vous l'avez dit, on colle leurs affiches, enfin leurs portraits dans les rues de Paris et de toute la France depuis bientôt 2 ans. On a vu aussi les otages libérés, notamment en février dernier, qui étaient déjà très amaigris, la peau sur les os pour certains d'entre eux. Et quand même, malgré ça, c'est l'effroi à la vue de ces images, c'est le choc, c'est la boule au ventre. Voilà, on s'attendait pas à avoir des images aussi insoutenables. Et comme beaucoup d'entre nous, on éprouve aussi de la colère, de la rage. En fait, ça bout en nous de voir ces images-là et de se sentir impuissant. Est-ce que vous êtes partagé entre vous sur la question de la guerre, ou est-ce que vous préférez laisser cette question de côté, puisque en fait les collectifs, la maison mère, j'ai envie de dire, qui se trouve à Tel Aviv, le collectif des familles, euh, milite plutôt pour la fin de la guerre immédiate et la libération de tous les otages d'un coup. Est-ce que vous en parlez entre vous, ou est-ce que, comme évidemment c'est aussi une question de clivage politique, non? Non, bien sûr, on en parle entre nous. On n'est pas tous. C'est aussi ce qui fait la force de notre association. On n'est pas tous des mêmes bords et on n'a pas tous les mêmes avis. On est là vraiment pour les otages, quel que soit le moyen de les faire sortir. Il faut qu'ils sortent. C'est notre credo depuis le début. On n'est pas là pour dire il faut plus de pression militaire, moins de pression militaire. Déjà, on n'en sait rien et je crois que personne aujourd'hui n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que nous, on se fait le relais effectivement des familles d'otages, notamment par la voix du Forum des familles de Tel Aviv, mais pas seulement, et que effectivement, on relaye leur message que la guerre aujourd'hui met en péril les otages. On l'a fait notamment à la reprise de la guerre en mars. On a fait un communiqué de presse de tout cet octobre pour dire que voilà, avec toutes les images qu'on avait vues, c'est pas seulement parce que les familles d'otages le disent, c'est parce que on a vu des images, on sait comment, on a vu surtout les otages libérés dire ce qu'ils vivaient lorsque les combats s'intensifiaient dans la bande de Gaza et que la situation devenait de plus en plus difficile pour eux à chaque fois que les combats étaient reprenaient. Donc voilà, on a relayé ce message-là de dire la reprise de la guerre là, on sait que c'est un drame pour les otages qui se trouvent à Gaza. Est-ce qu'il y a une meilleure solution? Est-ce qu'il fallait faire autrement? On ne sait pas, c'est compliqué à dire, mais c'est sûr que c'est un drame pour eux. Et là, aujourd'hui, on est dans une situation inextricable où on ne voit plus vraiment d'issue, ni politique, ni en termes de... Enfin, ni la guerre aujourd'hui, on voit, n'a pas d'effet. On n'a pas libéré plus d'otages depuis la reprise des combats. Il y a eu très peu de gains, finalement, depuis cette deuxième partie de la guerre qui a eu lieu, qui a démarré après les libérations d'otages, après le deuxième cessez-le-feu. Euh, donc voilà, on est très, comme nous tous, on regarde l'actualité, on prie pour la libération des otages sans vraiment savoir dans quelle tournure vont prendre les événements et comment ça va pouvoir se faire. Comment vous expliquez que cette question d'otage a été aussi rapidement effacée par les milieux politiques et par, on va dire, l'inconscient collectif? Il y a toujours évidemment les déclarations qui donnent parfois l'impression d'être des déclarations de politesse. Il faut libérer les otages, Oui, puis bien après, tout de sûr. suite, ah, on va parler d'autre chose. Alors, Comment d'un vous vivez côté, ça? c'est vrai que rares sont les déclarations des politiques, même en France, en tout cas dans le champ républicain,
qui parle de la guerre à Gaza sans parler des otages. D'un côté, c'est aussi une victoire de garder au centre du jeu la question des otages. Ils n'ont pas été complètement effacés. Après, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Peut-être aussi le nombre, il y a 20 otages et on sait que la guerre à Gaza fait des milliers de victimes, notamment aussi des victimes civiles, malheureusement. Donc c'est très difficile, effectivement, de garder le sujet en tension, notamment en France et en Europe, ce sujet des otages pour influencer les décisions de nos politiques. Nous, c'est ce qu'on a décidé de garder le cap. On pourrait dire aujourd'hui, ça fait 2 ans, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de questions aujourd'hui. On prend des coups de boutoir quasiment tous les jours de la part de certains élus. Il y a de l'antisémitisme partout en Europe aujourd'hui, donc on en parle aussi. On essaye voilà, d'ouvrir sur ces sujets, mais les otages restent au centre de nos préoccupations. On a des campagnes qui sont prévues à la rentrée pour les 700 jours de captivité, en espérant évidemment qu'on n'y arrive pas. Il va y avoir aussi le 7 octobre 2025 qu'on est en train de préparer. Donc voilà, on veut garder ce sujet, comme j'ai dit, en tension dans la société française, qu'on puisse influencer nos politiques. Vous avez certainement vu la vidéo d'Emmanuel Macron qui fait un amalgame honteux entre les otages israéliens et les prisonniers palestiniens. Voilà, on a sorti cette vidéo aussi avec l'idée de faire réagir l'Élysée, de faire prendre conscience peut-être les ministres français que ce sujet était toujours au cœur des enjeux, qu'on n'abandonnait pas et qu'on laisserait rien passer. En fait, ce à quoi vous faites allusion, parce que tous les auditeurs sont pas au courant, c'est que Emmanuel Macron est en train de répondre à des questions de journalistes et il y en a une qui lui demande, qui lui dit Monsieur Macron, est-ce que vous vous prononcez aussi pour la libération des otages palestiniens? Et je sais pas, moi j'ai plutôt l'impression que Macron, en fait, il réalise pas le truc sur le coup. Et il dit oui, oui, nous sommes pour la libération de tous les otages. Et c'est vous, c'est votre association 7 octobre, tous 7 octobre, qui a révélé cette vidéo et qui a montré évidemment l'énorme malaise que des prisonniers de guerre soient considérés comme des otages et donc soient comparés à des gens qui étaient dans leur lit, qu'on est venu chercher, des grands-mères, des enfants. Donc c'est vous qui avez sorti cette image-là, mais je voudrais rebondir sur ma question précédente. Moi, je suis pas sûr que la question du 7 octobre, tout le 7 octobre, massacre, comme je disais, enlèvement de grand-mère, et puis, je sais pas, le 7 octobre, soit aussi central aujourd'hui. Moi, je crois que, malheureusement, évidemment, ça a été quasiment... les gens ont voulu... c'est-à-dire que les militants pro-palestiniens qui ont voulu que ça soit évacué ont réussi. Moi, j'ai un peu cette impression. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. On lutte effectivement aussi contre cet effacement-là. Et c'est un effacement, malheureusement, dont on a vu les prémices dès le début, hein. Il y a eu un livre qui a été édité par Reynarc Éditions très rapidement après le 7 octobre, qui s'appelait L'effacement ou Lutter contre l'effacement, je ne me rappelle plus le titre exact. Mais voilà, c'était déjà en gestation. Et quand je parlais de coups de boutoir tout à l'heure, c'est aussi sur ces termes de génocide, de nettoyage ethnique, etc. C'est tellement répété ad nauseam depuis plusieurs mois maintenant que ça a fini par imprimer. Et aujourd'hui, ces mots sont quasiment plus remis en question. Et effectivement, ils ont tendance, et l'objectif, je pense, initial, c'est d'effacer le réel génocide, ou en tout cas l'intention génocidaire du 7 octobre, qui est passé évidemment au second plan malheureusement. Et évidemment, on continue de parler des victimes du 7 octobre, on continue de faire vivre leur mémoire. Donc les otages, j'en ai parlé, mais aussi effectivement le 7 octobre, le massacre des victimes, c'est très très dur à notre petite échelle, hein. Vous l'avez dit, on est des mouvements citoyens, on vient de la base, voilà, sans connexion, sans réseau, sans ni politique, ni dans la com, ni dans les médias. Donc voilà, à notre petite échelle, mais je sais aussi que beaucoup de juifs en France et partout ailleurs essayent auprès de leurs collègues, et je les invite d'ailleurs à le faire s'ils ne le font pas, auprès de leurs collègues, de leurs amis, etc., non-juifs, de toujours rappeler comment cette guerre a commencé, montrer les images qui existent, puisque le Hamas ne s'en est pas caché, tout comme il ne se cache pas des conditions dans lesquelles il retient les otages. Donc voilà, tout est documenté, tout existe, et c'est comme ça que ça a démarré, et c'est ce qu'il faut continuer de marteler. Moi, j'imagine une espèce de salaud qui voit une photo d'otage et ça l'énerve parce qu'il est pro-palestinien et il fait ça la nuit en bas de chez moi. Bon, ça, je l'imagine, je le vois. Mais que des dizaines et des dizaines de manifestants autour de Rima Hassan qui descendent sur les grands boulevards, on les a vus en images, devant tout le monde et en plein jour, disent « Ah, il y a des affiches d'otages. » Que c'est vous qui posez ces affiches. Et que tout le monde, devant tout le monde, arrache la photo
de Kfir Bibas qui a moins d'1 an. Jusqu'à aujourd'hui, je vous dis franchement, et pourtant j'en ai vu, c'est à moi d'essayer de comprendre ça. J'arrive pas à réaliser. C'est vrai que c'est incompréhensible. Bernard-Henri Lévy en avait parlé aussi lors d'une conférence. Il avait dit que c'est ce geste-là d'arracher une affiche n'avait jamais été vu. C'est-à-dire qu'au pire du pire, quand il y a un message qui ne nous plaît pas, un message politique, on vient, on colle une autre affiche par-dessus. Mais là, il y a une haine finalement qui est tellement forte qu'on vient déchirer des visages d'enfants. J'étais invité sur France Info en octobre 2023, quelques jours après les premiers collages, justement pour parler de ce qu'on essayait de faire avec tout cet octobre. Et la première question, c'était pourquoi, voilà, quel est le besoin d'afficher ces photos d'otages? Et en fait, ça venait juste après des manifestations dans lesquelles il y avait des pancartes, on voyait déjà des pancartes de gens qui disaient il n'y a pas eu d'enfants assassinés le 7 octobre, ou il n'y a pas d'otages. On lutte contre un négationnisme qui était présent en temps réel, c'est-à-dire quelques jours après le 7 octobre, il y avait déjà des gens qui niaient la présence d'otages, qui niaient que le 7 octobre avait été réalisé par le Hamas, mais plutôt que ce sont des soldats israéliens qui avaient tué des civils israéliens par ailleurs. Enfin, voilà, on lutte contre tout ça, et c'est vrai que c'est un tsunami de désinformation, un tsunami de haine contre lesquels il faut lutter, et c'est clair qu'il n'y a pas d'explication rationnelle au fait d'arracher des photos d'otages, mais il y a un tel endoctrinement que on en est là. Mais moi, j'ai vu une interview de Khaled Meshal dans une télévision arabe dire droit dans les yeux aux journalistes arabes, Ezzedine El-Qassam ne s'attaque pas aux femmes. Le journaliste lui dit, c'est pas vrai. Il dit, Ezzedine El-Qassam ne s'attaque pas aux femmes. Eh bien, écoutez, on vous donne rendez-vous le 7 octobre. Vous nous en dites un peu quand même ou non? Il faut que ça reste dans le secret militant. Non, c'est pas une question de secret militant, c'est qu'on essaye de faire des choses un peu coordonnées. Il y a le CRIF qui a des idées, il y a les amis de Nirose avec lesquels on essaye aussi de faire des choses. Il y a les représentants des forums des familles d'otages à Paris, avec lesquels on a à chaque fois organisé des événements. Donc voilà, il faut que tout ça se mette en place. Il y aura très certainement une ou plusieurs expositions liées au 7 octobre. Il va y avoir plusieurs rassemblements le dimanche 5 octobre, puisque vous le savez, le 7 octobre cette année, ça va tomber pendant la fête de Sukkot, pendant Yom Tov. Donc voilà, en Israël, ça va sortir le 7 au soir, la fête. Ils pourront faire les cérémonies ce soir-là directement. Pour la France, ça va être plus compliqué, donc c'est pour ça que tout n'est pas encore calé. Eh bien, Radio Shalom sera aux côtés de tous ceux qui veulent rappeler les otages, les rappeler d'ailleurs physiquement, qu'ils rentrent tous à la maison et rappeler aussi qu'ils sont là, même s'ils sont encore en captivité. Et je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom, vous qui êtes porte-parole, président. Je sais qu'on aime bien dans vos associations rester comme ça, modeste, et il n'y a pas trop aimé les présidents, donc vous qui êtes porte-parole, disons, Jean-David Ishaï, de l'association Tous 7 octobre. Merci à vous et bonsoir. Merci beaucoup d'avoir reçu. Bonne soirée. Merci.